Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre prière, ton amour et notre honneur. Nous serons rendus au terme de toutes ces interventions et questions-réponses. À la fin de notre rencontre de ce jour, qui va se solder par le refrain de l'hymne national. Sans plus tarder, Madame la Présidente, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Une année charnière que nous avons entamée avec une crise sanitaire sans précédent. Le Cameroun compte 16 157 cas confirmés, 13 728 guéris, 373 décès, 2056 cas actifs, 386 hospitalisés dont 31 sous oxygène, 135 000 tests sont déjà effectués. Avant de commencer mon discours, que nous nous levions pour exprimer notre compassion à toutes les victimes d'ici et d'ailleurs de cette pandémie, à celles d'ici de Paris qui sont sorties guéries, mais aussi à toutes celles victimes de terrorisme. Au nom de tous nos camarades ici présents, venus apprendre de nos illustres conférenciers, ceux-ci vont nous entretenir sur des thèmes aussi variés que riches, lesquels nous permettront de mieux nous armer afin d'appréhender les principales préoccupations actuelles de notre pays et d'y apporter des réponses adéquates. Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, chef des armées et président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui nous rassemble aujourd'hui. Grand artisan de ce grand dialogue national. Monsieur le ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun en France, chers camarades, mesdames, messieurs, il est question pour nous de la diaspora française d'explorer toutes les pistes de dénouement face au coronavirus, à la décentralisation et à l'économie camerounaise. Il est davantage question du transfert de notre savoir, notre savoir-faire et notre savoir-être pour que le Cameroun, notre cher et beau pays, envié par tout le monde entier, jalousé par beaucoup d'autres, pour que notre pays, disais-je, relève la tête et confirme la réputation qu'il a toujours précédée, celle d'un pays de l'espoir. En exprimant notre gratitude au ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun en France pour la peine qu'il s'est donnée afin de prendre part à ces assises, en remerciant fermement nos conférenciers pour leur disponibilité et en vous adressant chacune et à chacun d'entre vous pour l'engagement militant. Je ne doute pas un seul instant qu'à l'issue de ce rendez-vous, nous sortions encore plus forts, plus motivés, plus rassurés, plus grandis, à œuvrer davantage aux côtés du président Paul Biya pour faire avancer notre pays, le Cameroun. Vive la section RDPC France Nord, vive le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vive le Cameroun et son illustre chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef des armées et président national du Rassemblement démocratique du Cameroun. Je vous remercie de votre bienveillance et encore bienvenue
sur les terres de la Seine-Saint-Denis. La pandémie ne nous a pas permis d'étaler tout le programme que nous avons prévu la dernière fois. Mais cette fois-ci, nous avons essayé d'établir un calendrier. Si les conditions de sécurité et de santé nous sont favorables, nous allons l'étaler tout le long de l'année 2020-2021. Premièrement, comme nous avons reçu au niveau du Cameroun que nous aurons un ambassadeur, la première chose que la section va faire, c'est la rencontre avec notre chef de la mission diplomatique. Nous avons prévu cette rencontre le jeudi 17 septembre 2020, rencontre avec son Excellence M. Ekoumou André Magnus, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès de la République française. Samedi 07 novembre 2020, il y aura une rentrée politique de la section RDPC de France Nord où au compte du 37e anniversaire de la session à la magistrature suprême du président Paul Biya, ce sera notre première conférence de section. Le samedi 19 décembre 2020, il y aura l'arbre de Noël de nos enfants. C'est la sous-section RDPC de la Seine-Saint-Denis qui va abriter cette animation-là. Le samedi 09 janvier, nous allons renouer, comme à l'accoutumée, la présentation de vœux de la section RDPC de France Nord à son Excellence M. Ekoumou André Magnus, ambassadeur du Cameroun auprès de la République française. Samedi 13 février 2020 sera l'occasion pour la 54e fête de la jeunesse. Elle sera cette fois-ci ou encore animée par la sous-section du Mans, qui en a fait une forte demande. Le dimanche 13 mars, Journée internationale de la femme, la commission des femmes de la section RDPC de France Nord sera en œuvre avec toutes les autres femmes des sous-sections. Samedi 27 mars 2021, 36e anniversaire du RDPC et deuxième conférence de section de France Nord. Ce jour-là, nous verrons que la section RDPC de France Nord, par son animation et son rassemblement, puisse redynamiser cette journée et donner beaucoup plus d'ampleur à cette fête-là. Le jeudi 20 mai 2021, 49e fête de l'unification du Cameroun, aura lieu à Bakam. Nous aurons le programme lorsque tout cela sera bien défini. Je vous remercie. J'espère que nous n'aurons pas à revivre ce que nous avons vécu les mois derniers. En tout cas, je voudrais remercier mon président de section qui a pensé à ma modeste personne pour vous parler de la Covid-19, parce que comme vous le savez, tout le monde parle de la Covid-19 et peut-être qu'en me choisissant, vous pensez que je peux dire un peu plus de choses que ce qui se dit dans des informations ou les idées reçues que nous pouvons avoir. Au Cameroun aujourd'hui, on n'a pas à part la Nord et la protection civile, on a quelque chose au Cameroun qui dépend du ministère de l'administration territoriale qu'on appelle la protection civile, qui gère des risques tels que les catastrophes, tous les risques qu'on peut avoir, les catastrophes qu'on a eues, le lac Nyos, on a les attentats au nord du Cameroun, mettons que ce n'est pas encore à Yaoundé, donc c'est un peu éloigné, ça se passe avec nos comités de défense. Donc la gestion des risques, c'est vraiment une discipline de maîtrise des risques, tous les risques qui peuvent arriver, qui peuvent déstabiliser un État. Et vous pouvez être d'accord avec moi qu'avec la Covid-19, tout a été déstabilisé. Les transports, l'eau culturelle, le tourisme, les événements privés. Voilà, j'en passe, vous savez tout ce qui a été. Donc c'est une science qui s'occupe et il y a une fonction qui correspond à ça, c'est risk management. Aux États-Unis, on appelle celui qui s'occupe des risques, le gestionnaire de risk management. En France, c'est un concept qui est arrivé en 1666 où, en anglais, à partir de la tuberculose, qui a aussi tué beaucoup de gens, donc il a créé la discipline qu'on appelait la gestion des risques. Et c'est à partir
de cette gestion des risques, donc de toute cette politique. Après 1666, il y a donc eu une épidémie en France et toutes les disciplines, toutes les théories de la gestion des risques américaines et britanniques ont été intégrées en France. Et quand il y a eu la première épidémie de peste en 1870, donc tous ces concepts d'épidémie, de pandémie, de crise sanitaire, ont fait leur entrée dans le langage de la santé publique française. Quand vous avez vu, elle a juste pris les en-têtes et elle vous a défilé un peu son projet. Donc, je te remercie parce que moi-même, en tant que médecin, j'ai beaucoup appris. Parce que c'est une phase que sur laquelle nous ne travaillons pas beaucoup. Nous, on est sur vraiment, je dirais, là, on est sur le patient. C'est pour cela que je voudrais te poser juste une question en ce qui concerne le Cameroun. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait moins de cas, moins de décès aujourd'hui? Alors que, quand on regarde, si on prend l'exemple de Douala, il y a les foules. Moi, je vois tous les jours à la télé les gens qui ne sont pas masqués, les gens qui ne prennent pas les mesures barrières. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait moins de cas, moins de décès en Afrique en général, mais au Cameroun en particulier? Est-ce qu'il y aura possibilité, si c'est possible, de nous faire un document nous permettant de pouvoir continuer, et on va se baser par rapport à ce que vous nous avez tout dit. En ce moment-là, on saura comment on peut s'orienter, comment on peut aider, comment on peut faire. Je crois que c'est le fondamental de ce que nous avons. Ça. Là, vous m'avez beaucoup surpris. Est-ce que, heureusement que je ne suis pas cardiaque. Donc, ce que vous aviez fait, je crois que c'était le moment de le faire. Et je tiens à remercier le parti d'avoir eu cette idée de nous expliquer ce que c'est et surtout ce qui se passe au Cameroun. Parce qu'on étudie là-bas. Donc alors, si vous pouvez nous aider à nous faire un petit document, ça nous fera du bien. Je voudrais surtout attirer l'attention sur la passion de Véronique Lehmann, notre camarade, avec laquelle elle nous a expliqué la COVID-19 au Cameroun. Elle est vraiment dans son domaine. C'est aussi ça, dans la section France Nord, chacun est dans son domaine d'activité. Bravo, camarades. Moi, j'aurais une question. La question va porter sur la pharmacopée. Tu as parlé tout à l'heure qu'on a notre médecine traditionnelle. Pourquoi on ne développe pas plus cette médecine traditionnelle? Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir par rapport à cette pandémie mondiale. C'est une opportunité, malheureusement, dans une crise sanitaire comme ça, il y a toujours des opportunités qui se présentent. Nous avons tous grandi avec la médecine traditionnelle, donc je pense que là, aujourd'hui, il est temps qu'on remette notre médecine traditionnelle en avant et que le gouvernement et l'État travaillent avec cette médecine traditionnelle. Nous, quel est l'apport, nous, ici, dans la diaspora, pouvons-nous apporter justement par rapport à ça? Donc il faudrait, toi qui as été sur place au Cameroun, comment on peut éventuellement mettre en place ce genre de traitement? Félicitations, parce que j'ai été reconnu dans ton domaine. On a fait beaucoup de choses ensemble souvent, mais là, ça fait plaisir. Et surtout de dépeindre la réalité suivant ce que les autres ont souvent dit de nous, qui ne correspondait pas à ce que nous sommes réellement, et aux réalités que nous vivons, et surtout le combat que nous aussi nous menons avec succès. Alors, je voulais juste te poser deux petites questions. Tu as parlé du droit hospitalier, qui était absolument nécessaire à mettre en place, indispensable. Qu'en est-il de la charte du malade que nous avons ici dans les hôpitaux? Est-ce qu'on l'a aussi au Cameroun au même principe? Ensuite, tu as évoqué la télémédecine. Quand on voit le niveau de la médecine du Cameroun aujourd'hui, de la médecine au Cameroun aujourd'hui,
on va dire que c'est la même médecine qui est exercée ailleurs dans le monde, sauf que quand on l'applique au Cameroun, on a souvent l'impression que malgré les hautes compétences, les très grandes, excellentes compétences, on n'arrive pas toujours, en tout cas les praticiens n'arrivent pas toujours au bout du succès en termes de qualité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible qu'on fasse aujourd'hui de la télémédecine quand on a déjà en réalité aujourd'hui pas déjà les médecins qui font du travail comme ça devrait se faire? Je suis Marie-Liliane Etta, camarade du parti. Certains d'entre vous me reconnaissent, d'autres non. Sinon, je suis toujours avec vous. Je vous reconnais. D'accord. Je me réfère un peu à ce qu'a dit M. Benzi. Vraiment, je suis émue. Si je prends la parole, c'est parce que au Cameroun, la première victime, la première personne qui était morte était un cousin germain à Douala Bonadmao, à la personne d'Achille Mpoy. Donc, ça me fait vraiment un peu mal, mais on n'y peut rien. Je voudrais juste vous poser une petite question. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, à votre lieu de service, vos collègues qui vous demandent de temps en temps votre potion. Je pose cette question pourquoi? Parce que ici exactement, comme on nous dit toujours au pays et même ici, moi personnellement, je n'arrive pas à cerner les symptômes. Pourquoi? Parce que au moment où la pandémie s'est présentée, nous qui sommes ici en France, c'était au même moment qu'il y a eu le pollen. Donc on était confondus à ces deux choses-là. On ne savait pas ce qui nous menaçait exactement. Parce que vu les symptômes du pollen et vu les symptômes du corona, c'est presque la même chose. Donc je ne sais pas exactement si vous pouvez nous dire ce qu'il y a comme symptômes. Parce que jusqu'à présent, le pollen n'est pas fini. Donc je ne sais pas. En dehors de votre potion, dites-nous vraiment ce qu'il y a comme symptômes. Pour la Covid est une pandémie grippale, ça veut dire qu'elle ressemble à la grippe. Donc, elle a les mêmes symptômes que la grippe, que l'allergie, que d'autres choses. Encore plus quand si quelqu'un a d'autres pathologies, comme une allergie connue, ou une hypertension, ou une gêne respiratoire déjà chronique, ou de l'asthme, ou une complication de l'hypertension. Il y a des complications de l'hypertension, si vous avez une maladie cardiaque, des choses comme ça. Donc c'est compliqué de savoir si vous avez la grippe simple. Au Cameroun, c'est le palu. De savoir si c'est... Voilà, c'est tout ça. Et comme au Cameroun, on va à l'hôpital à la dernière minute. C'est-à-dire que quelqu'un finit d'abord d'avaler tout ce que j'ai cité là. Voilà, il fait d'abord un peu la concurrence avec la maladie. Moi, je leur dis souvent qu'ils font la concurrence avec la maladie parce qu'ils ne vont pas à l'hôpital jusqu'à ce que ça soit compliqué, qu'ils ne puissent plus respirer, qu'il est dans le syndrome respiratoire aigu sévère. Voilà, et là, il se dit, là, je ne peux plus, quoi. Voilà, donc quand vous dites à quelqu'un va faire un bilan, il vous dit, mais tu m'envoies faire un bilan, j'ai rien. Donc, vous lui dites, non, c'est pas, il ne faut pas qu'on attrape quelque chose trop tard. Le bilan est préventif. C'est pour ça que je parle un peu de la concurrence avec la maladie. Donc, il faut vraiment, la difficulté, c'est de différencier les symptômes de la Covid avec une autre maladie qui peut être le palu ou une grippe simple ou... donc je passe la main à mon président qui, au niveau des symptômes... J'ai juste une petite question, s'il te plaît, Véronique. Oui, vas-y. Où on est actuellement au Cameroun de la réforme hospitalière? On a assisté à un symposium il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, à l'ambassade du Cameroun à Paris. Moi, j'aimerais savoir où il y avait pas mal de médecins, le président David était là, tu étais là, etc. Où en est justement cette réforme hospitalière? Parce que là, justement, vu la crise qu'on traverse actuellement, je pense que on devrait déjà reprendre, on devrait partir des bases. Parce que quand on nous dit télémédecine, etc., on ne peut pas. On sait très bien que chez nous, ce n'est pas possible.
de plateau technique, etc. On n'a pas ça, mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu viens de nous dire, l'expertise que tu as relatée, de ce brillant exposé, je pense qu'il y a de quoi faire là aujourd'hui, parce qu'on est confronté à quelque chose de très grave. Donc, le gouvernement camerounais doit aussi faire confiance à ses enfants de l'étranger, de l'extérieur, dans cette diaspora qui est dans le domaine de la santé. Là, ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, on a quand même 2 spécialistes qui sont là de la santé. Il y a le docteur David Mvondo et toi qui es de la santé. Je pense que vous avez aussi, il y a un apport important à ne pas négliger. Et pour revenir sur la pharmacopée, moi j'ai mon grand-père qui était médecin cardiologue, qui avait écrit une thèse, je vais te l'envoyer cette étude, qu'il a faite justement sur la pharmacopée, que les pays utilisent, mais c'est disponible, hein, mais bon, il faut être étudiant pour y avoir accès. Donc c'est partagé par des médecins. Peut-être David, tu as dû lire ça, mais ça a été écrit en 1959. Robert Bellet, si l'OMS nous impose l'utilisation des vaccins, quelle sera notre réaction, sachant pertinemment qu'il peut y avoir des retombées politiques, économiques, voire même diplomatiques? Ma question va être aussi simple que ça. Les symptômes, je crois que Véronique l'a dit, les symptômes sont multiples. Dans votre cas, pour savoir la différence en général entre un syndrome grippal simple, un syndrome allergique, c'est surtout des symptômes qui sont liés à la COVID-19, c'est surtout la fièvre. Quand vous avez l'allergie simple, vous n'avez pas de fièvre. Donc c'est le symptôme qui fait la différence entre la grippe et la COVID-19. Mais seulement, il faut savoir qu'au niveau de la COVID-19, vous avez tous les symptômes. Vous pouvez tousser, vous pouvez éternuer, vous pouvez avoir mal à la gorge, vous pouvez avoir des symptômes digestifs, vous pouvez avoir des symptômes au niveau de vos têtes, des maux de tête, la perte de goût, la perte de l'odorat et tout. Vous pouvez avoir tous ces symptômes. Mais c'est au médecin d'analyser par rapport, c'est pour cela il faut être, quand vous voyez le médecin, il faut vraiment, même si vous l'embêtez, il faut vraiment lui dire tous les symptômes que vous ressentez. Et comme ça, lui peut codifier et voir que, voilà, dans tel cas, nous avons une suspicion. Mais le président Macron a tout arrangé, tout le monde peut faire le test maintenant. C'est le test qui peut dire si vous avez la COVID-19 ou pas. Donc, je voudrais dire peut-être quelque chose qui va peut-être aller à l'encontre de ce que tout le monde pense, c'est-à-dire notre pharmacopée. Notre pharmacopée, pourquoi elle ne prospère pas? C'est parce que nous sommes dans un monde qui est scientifique. Et la plupart de nos pharmacopées, du moins, ne répondent pas aux critères scientifiques. Vous prenez quelqu'un, vous lui donnez le Njinja. Vous prenez un autre, vous ne lui donnez pas le Njinja. Ils ont exactement, vous allez trouver dans les deux groupes exactement la même chose. Et comment vous allez savoir que le Njinja est positif? C'est exactement la même chose qu'avec la chloroquine. C'est ce qu'on a reproché au professeur Raoul. Aujourd'hui, vous pouvez prenez cette concoction-là, donnez ça aux gens, les gens vont vous remercier parce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas eu la COVID-19. Alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dans la COVID-19, il y a combien? 99% des gens qui guérissent. Donc, quel que soit ce que tu vas donner à quelqu'un, tu lui donnes de l'eau simple, il guérit. Ici, il donnait le paracétamol. Ça ne servait même à rien.
quelqu'un reste chez lui, même s'il a un peu de fièvre, il va guérir, dans la plupart des cas. J'ai entendu parler de la potion du prélat au Cameroun. Tout ça, c'est pas quelque chose de raisonnable scientifiquement. Oui, mais ça se Ce n'est pas. Mais il faut savoir que dans une population, il faut donner à la population une solution. C'est pour cela que le professeur Raoult a donné à la population ici la chloroquine. Ça, c'est une solution. Chez nous, nous avons nos concoctions, mais il ne faut pas venir dire aux gens que ce sont ces concoctions-là qui vont guérir de quelqu'un de la COVID-19. Aujourd'hui, il n'y a pas en réalité un médicament qui le guérit. Donc, par rapport à ça, voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Par contre, la télémédecine. La télémédecine est intéressante chez nous parce que, quoi qu'il y ait les aléas de connexion, quand quelqu'un est au fin fond de Niavisa, chez nous, et qu'on a besoin d'un avis cardiologique, de temps en temps, on a quand même la connexion avec l'hôpital central de Yaoundé, avec le cardiologue. Ce n'est pas tout le temps où la connexion ne se fait pas. On a le cardiopathe. On a un jeune Camerounais qui a sorti le cardiopathe. Voilà, et donc, on peut appliquer la télémédecine, mais il va falloir que ce soit au Cameroun, que ce soit ici en France, codifier ces choses. Je vais vous dire, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une patiente qui est venue me voir. Elle m'a dit que, je ne suis pas votre patient, mais je viens vous voir parce que mon médecin, il fait que la télémédecine. Et donc, moi, je lui dis que j'ai mal au ventre. Il me dit, palpez votre ventre à gauche, palpez votre ventre à droite. Finalement, ça devient quelque chose que les gens ne vont pas accepter. Donc, il faut regarder la limite de la télémédecine. Donc, on ne peut pas l'appliquer à tout. Mais au Cameroun, il y a beaucoup de situations que vous montrez la personne, on peut faire même l'infirmière peut faire l'électrocardiogramme au patient, et puis le cardiologue, il lit l'électrocardiogramme, il pose, l'infirmière à côté pose des questions au patient, qu'on répond, ça peut très bien se faire, et on lui donne son traitement à distance, on n'a pas besoin de tout. Donc, il faut qu'au niveau du Cameroun, on développe la télémédecine. Son Excellence, M. Paul Biya. Et donc, tout doit être mis en œuvre pour qu'on tende vers cette orientation, vers cette vision politique. Alors, la décentralisation, c'est quoi? Essentiellement, en préambule, c'est ce processus de transfert des compétences qu'exerçait l'État et qui décide de les transférer aux collectivités territoriales du Cameroun, qui sont donc les communes et les régions. Il décide de transférer soit la totalité des compétences qu'il exerçait, soit une partie des compétences qu'il exerçait, et en même temps, il apporte donc des financements, c'est-à-dire des ressources nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre et piloter la décentralisation. Voilà. Alors, cette décentralisation ne doit pas être confondue avec la déconcentration. Et il comprend donc un certain nombre d'atouts indéniables. Ça va être difficile de les lister. D'abord, il améliore légitimement les décisions politiques en rapprochant les décideurs de ceux sur qui elles s'appliquent. C'est-à-dire que nous nous interrogeons la décentralisation pour qui?
Votre question, pour qui? Eh bien, c'est pour les citoyens, les populations, y compris ceux qui sont au fin fond des villages. C'est-à-dire, on remet le processus décisionnel dans les villages pour que les citoyens, les populations elles-mêmes s'en approprient. Et on verra comment tout à l'heure. Il s'agit donc de rapprocher ces décisions nationales publiques auprès des citoyens, de développer la démocratie locale, de promouvoir le développement local, de développer la démarche participative sur le terrain des actions et des politiques publiques. Je ne vous ai pas dit là que ça se passait concrètement à 100%. Je liste tout simplement les atouts d'une décentralisation. Je voudrais ouvrir juste une petite parenthèse en disant que ça fait 25 ans que je pratique la décentralisation en France et en Europe. Et dans les pays comme l'Irak, la Côte d'Ivoire, pour accompagner la décentralisation, le Maroc, le Gabon, la Tunisie, pour les accompagner. Voilà, donc, tout ce que je dis là, c'est vraiment issu de mes expériences et des expériences des autres. Parce que je n'ai pas la science infuse. Alors, il faut savoir que la décentralisation est pourvoyeuse de la création d'emplois pour les jeunes et pour les moins jeunes. Quand vous avez quelqu'un qui sait pratiquer la décentralisation, vous avez des emplois. Ça, c'est clair. J'en ai eu l'exemple, j'ai accompagné pendant longtemps, vous connaissez peut-être l'ancien ministre des Finances, M. Michel Sapin, qui était le président du conseil régional centre à Orléans, où j'ai travaillé, j'avais de responsabilités, étant son bras droit. Donc j'ai accompagné la décentralisation, par exemple des lycées, tout ce que l'État transférait en matière d'aviation. Par exemple, l'aéroport de Châteauroux, c'est moi qui l'ai mis en œuvre, puisque c'est l'État qui pratiquait. Je vais dire aussi le TER, le train express régional que certains prennent, à partir d'Orléans, pour Nantes, etc. etc. Ouais, ça, ce sont des exemples concrets d'actions de décentralisation. Donc, il s'agit finalement de la capacité à laisser s'exprimer les initiatives locales, ce qui fait partie de leur quotidien. Là. On reprenait déjà les marches de l'ascension, on va dire, économique vers des taux de croissance qui étaient de plus en plus intéressants. Bon, Covid est arrivé, ça a ralenti les choses, ça a mis les choses un petit peu, malheureusement, renverser les situations. Donc il a fallu maintenant qu'on définisse l'après-Covid. L'économie africaine et l'économie camerounaise en particulier en souffrent et en a souffert. Donc il y a beaucoup d'emplois qui sont supprimés, beaucoup de sociétés qui vont fermer, qui ferment même d'ailleurs, et aussi parce que beaucoup de managers ne jouent pas le jeu. Donc ça, c'est un peu le décor. La situation économique camerounaise aujourd'hui est en déclin par rapport à cette situation dans tous les secteurs. Mais ça ne veut pas dire que tout est perdu. Ça veut simplement dire qu'il y a du champ, et du champ pour nous de la diaspora, avec nos compétences, nos capacités, à pouvoir intervenir valablement. À la suite des questions qui avaient été posées tout à l'heure par rapport à l'après-Covid et par rapport à l'apport de la diaspora, vous vous rendez bien compte qu'il se pose une question, comment nous allons faire pour nous impliquer ? On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de malheur et bon, mais c'est que la situation nous oblige à nous impliquer maintenant. Mais avant que nous puissions nous impliquer, je vais vous définir rapidement un peu le contexte et les préalables qui sont le décor de notre propre environnement. Pour qu'on soit fort de l'autre côté, il faut qu'on soit déjà bien assis et solidement ici. Sauf que nous sommes assis, comme on dit, les fesses entre deux chaises. On n'est pas ici, on n'est pas là-bas, on est vraiment nulle part. Donc ça fait que tout ce que nous faisons n'est pas forcément solide. Et sachez que pour qu'on entreprenne quelque chose de solide, quelque chose qui est viable de l'autre côté, et qui a du sens et qui peut être envié, il y a des choses que nous devons envisager en amont. Donc ces préalables-là déjà sont quoi? Ce sont nos compétences. On a des compétences dans tous les secteurs, dans tous les domaines, donc au niveau de la diaspora. Quelle qu'elle soit, il faut qu'on évite de croire que parce qu'on est allé à l'école, on a fait un bac plus 10, bac plus 20, que c'est là où on est capable. Non, c'est simplement on est capable parce qu'on sait ce qu'on veut faire, on le fait bien jusqu'au bout, et on donne le meilleur de soi dans tous les secteurs d'activité, à tous les niveaux.
La diaspora en est capable, mais sauf que nos forces sont diluées. Il faut aussi savoir que nos capacités, telles que nous les avons, elles sont très dispersées. Elles sont diluées souvent dans des sujets de diversion que nous connaissons tous. Ça veut dire quoi, en général? Ce qui nous concerne, là, c'est du commérage, c'est des jalousies, c'est de l'arrogance, c'est de la fierté. Et malheureusement, nous faisons beaucoup d'événements qui sont improductifs économiquement. Et pour que nous soyons solides dans cette société, où on se fait respecter, il faudrait qu'on ait une solidité économique et une solidité financière. Souvenez-vous de la Chine. Le Cameroun a donné à manger à la Chine pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, la Chine se fait respecter parce qu'elle a un pouvoir économique. Ce qu'on peut dire de tout ce qu'on dit là de la Chine, on la ferme. Quand la Chine arrive, les Européens, les Occidentaux, les Américains ne le disent pas très fort. On dit avec un petit peu de l'habillage. Donc il y a aussi le versant familial. Nous ne pouvons pas faire des choses solides de l'autre côté si nous n'avons pas la solidité familiale ici. On se rend compte que parmi nous ici, et dans notre diaspora ici, les familles sont de plus en plus disloquées. Donc il y a une dislocation de la famille, il y a la perte des repères, il y a une perte des fondamentaux. Et ces fondamentaux-là que nous avons, ça veut dire de l'éducation, ça veut dire en gros, vous regardez tout ce qui est sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que les fondamentaux éducatifs, culturels qui faisaient du Cameroun le grand pays, la force du pays, on les perd de plus en plus. Et on donne le crédit aux gens qui ont des a priori négatifs, défavorables sur nous, d'accentuer. Bon, nos enfants sont ceux qui sortent, ils sortent du système scolaire sans souvent forcément de fortes qualifications. Véronique l'a dit tout à l'heure, la projection de nos enfants futurs, quand ils arrivent, il faudrait qu'ils soient déjà solides aujourd'hui, avec des qualifications véritables pour pouvoir intégrer le monde que nous voulons leur dessiner. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, nous de la diaspora, quand on va ouvrir le chemin, déblayer la route, pour qu'ils y viennent, il ne faut pas qu'ils viennent les bras ballants, il ne faut pas qu'ils viennent la tête vide, il faut qu'ils viennent avec des choses qu'on leur aura mis dedans pour être valorisées, pour être valables. Donc à partir de ce moment-là, vous comprenez qu'il faut qu'ils aient de l'ambition, parce qu'on a de moins en moins des modèles de référence comme nous avions à l'époque. Ça veut dire des Fotso André, des Fotso Victor, des Sopo Priso, ainsi de suite, des Kajiou, des Thomas Kono. Il y en a de moins en moins. Donc il faudrait qu'on les ramène un petit peu à tout ça, dans tous les secteurs, ou des Manu Dibango et autres. Donc à partir de ce moment-là, il y a un autre modèle qui est en tout cas le versant social. Nous, on a des comportements, malheureusement, nous sommes de la diaspora, mais il faut qu'on se le dise, des comportements qui sont plutôt tir en bas. C'est-à-dire qu'on a des comportements qui sont des comportements de nivellement par le bas, alors qu'on aurait pu, on a des grandes capacités, mais des capacités de réussite, mais des réussites individuelles. Il faut qu'on apprenne donc à se mettre ensemble pour faire des choses ensemble. Et à partir de ce moment-là, on peut capitaliser sur les acquis. Vous voyez, récemment, il y a eu des élections en France. Il y a eu plus de 300 conseillers municipaux, certains sont même maires, qui sont des Camerounais. Il faut qu'on soit capable de charger la barque de ces personnes-là, de nos compatriotes qui y sont, de leur dire là où vous êtes capable de nous apporter ci, de nous apporter ça, ainsi de suite. Et ça rejoint donc la décentralisation dont on vient de parler là tout à l'heure, c'est que là où ils ne sont pas là simplement pour servir la France, mais ils sont aussi là pour la coopération internationale dans laquelle nous devons nous inscrire, et nous inscrire surtout économiquement, socialement, en fait dans tous les versants. Nous devons les aider, pour ne pas dire qu'ils ont échoué plus tard, mais nous devons les aider à charger la barque de leurs propres projets, qu'ils sachent que nous existons, mais positivement parce que nous en avons les moyens et les capacités. Maintenant, les forces économiques que nous avons, et je vais rapidement comme ça décliner pour vous dire un peu là où on peut y aller, on est de moins en moins créatifs, on est de moins en moins innovants. Or, vous vous rendez compte que quand vous allez à Châteaurouge, vous trouvez nos produits qui sont éparpillés partout, mais regardez, il n'y a pas d'emballage, on n'emballe pas. Ça veut dire que là, il y a un secteur économique très fort. Nous pouvons nous occuper de nos produits pour qu'on respecte nos produits à travers lesquels on va nous respecter. Donc, ça veut dire qu'il y a un marché à gagner. Rien que sur ce point-là. Les créations d'emplois que nous avons ici n'ont pas souvent de fortes consistances, parce que nous ne respectons pas la réglementation, nous ne respectons pas les choses telles que ça doit se faire. Nous créons n'importe quoi, du boui-boui dans lesquels on ne se valorise pas. Si vous prenez le cas de la restauration, par exemple, vous avez des restaurants, qu'on va vous dire, restaurants français, restaurants peut-être asiatiques, ainsi de suite. Mais quand on dit restaurant africain, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on dit restaurant camerounais, vous n'allez pas voir une identification avec un goemio, avec un, je ne sais pas, où on s'est dit, voilà un vrai restaurant où on fait la vraie culture culinaire camerounaise, où tout le monde peut y aller. On va toujours trouver que ça existe partout, la qualité de la cuisine, mais sauf que la qualité qui est vendable, commercialisable au niveau international, nous passons à côté. Ça veut dire que nous, on fait des choses qui avec beaucoup de légèreté, qui manquent un peu de sérieux. Et ensuite, on n'est pas très présent dans les multiples institutions de formation et de qualification. Vous savez, les conseils généraux, on revient à la décentralisation, les conseils généraux, les conseils régionaux, les municipalités, les institutions qui sont liées au pôle emploi, ainsi de suite, qui forment à la qualification. Nous sommes à l'aune aujourd'hui de nous qualifier. Il faut se qualifier parce que le Cameroun a besoin de qualification. Il y a la formation qui est nécessaire au Cameroun, mais il y a la qualification. Nous qui venons,
on ne vient pas pour admirer, pour regarder, mais nous venons parce qu'on vient apporter ce que nous avons appris de l'extérieur, de l'étranger, et on vient l'adapter aux environnements de chez nous, à nos codes spécifiques, à nos propres codes de chez nous, voir ce qui va, et à ce moment-là, on les amène. Alors quand on ne fait pas ça, quand on n'est pas structuré comme ça, nous ne sommes pas respectés. Là où nous sommes, nous ne valons pas grand-chose là où nous sommes, même si individuellement nous avons des grandes forces. Mais en même temps, de l'autre côté, ça fait qu'on est sujet avec des activités qui ne sont pas toujours très bien régulières, très bien suivies, très bien managées. On est sujet à tout ce que nous voyons, les contrôles fiscaux, les contrôles sociaux, à n'en plus finir. Donc on se retrouve dans ces situations-là. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, le Cameroun, le besoin qui se pose, il y avait déjà ce besoin avant, et on l'a dit tout à l'heure, donc la diaspora est attendue. Mais sauf qu'en fait, elle est attendue du bout des lèvres. Elle n'est pas attendue de manière formelle écrite. Alors, je lance un message au président ici. Il faut, et je crois que c'est M. Georges qui a relevé tout à l'heure quelque chose, il faudrait que des projets comme ceux-là, que les membres puissent les centraliser, et que le président dise, voilà, l'apport de la diaspora, qu'il prenne tout ça et qu'il a dit, voilà ce que nous pouvons apporter de manière structurée, et comment on fait pour apporter, que ça ne soit pas dilué dans tous les sens. Dans les secteurs dans lesquels nous pouvons aller, et je les cite rapidement et je termine là-dessus, donc il y a les secteurs de formation professionnelle qualifiante. Ensuite, il y a les secteurs agro-industriels. Vous avez les secteurs touristiques. Vous avez les secteurs de transport et logistique. Vous avez les secteurs de transformation locale de nos matières premières. Vous avez les secteurs de construction des BTP et des transformations de nos propres matières, la valorisation de nos ressources locales, les briques rouges que vous voyez là de plus en plus. Vous avez les secteurs de la maintenance, de NTIC. Vous avez un site web aujourd'hui qui est l'équivalent de WhatsApp qui s'appelle Dicalo au Cameroun, c'est fait par les Camerounais. Et vous avez toutes les autres industries qui sont les mines, le coton, le textile, la confection, la pêche, l'élevage. Vous avez les secteurs agro-industriels, l'exportation. Il faut s'y pencher. Nous sommes à l'extérieur, on peut faire venir nos produits pour se faire valoir. Ensuite, vous avez les secteurs des partenariats avec les entreprises camerounaises. Si vous ne pouvez pas vous installer au Cameroun pour éviter d'être assis entre deux chaises, vous pouvez, avec ce que vous avez structuré ici, de qualité, signer des partenariats avec des sociétés camerounaises qui, elles, vont répondre aux appels d'offres qui sont là sur les marchés locaux et vous ramener votre compétence, votre expertise, votre technologie pour y aller. Vous avez ensuite l'environnement, donc la protection de l'environnement, vous avez la médecine naturelle dont on a beaucoup parlé, et puis les centrales solaires pour le côté énergétique qui peut permettre dans les villages, dans les zones rurales, d'y construire des mini-usines de pré-transformation locale. Donc j'aurais pu aller un peu plus loin dans le détail, mais je m'arrête sur ce point-là. Je pense que de manière interactive, on peut discuter.